hommes ordinaires et des femmes ordinaires qui avons pensé que c'était impensable, l'état dans lequel était la France, que nous puissions continuer pénardement nos études, ne pas s'occuper des autres, etc. Je ne veux pas dire que tous les Français ont pensé ça, pas tous. Enfin, d'une façon générale, le peuple français ne s'est pas si mal comporté. Je dirais même que les gens qui, sans savoir et sans statistiques, ont considéré qu'on avait été tout à fait indélicat, c'est le mot qui me vient à l'esprit, à l'égard des Juifs français ou des Juifs apatrides qui vivaient en France. Les statistiques, il y a des statistiques qui viennent d'être terminées, juste maintenant, qui prouvent qu'en définitive, malgré les lois de Vichy, malgré la milice, malgré la police française, et malgré tous les camps d'internement, Montargis, etc., Fur, etc., il y avait en France, en 1940, 320 000 juifs de vieille souche, ou de nombre étant arrivés récemment avec leur famille. Enfin récemment, disons, entre la fin de la Première Guerre et le début de la Deuxième Guerre. C'est vrai, 80 000 ont été déportés. 2400 sont venus. Donc la statistique est affreuse sur la quantité. Mais je veux dire que pour que 3 juifs sur 4 aient survécu entre les lois fin 41 et 45, ça veut dire qu'incontestablement, il y a des Français qui ne les ont pas dénouncés, il y a des Français qui se sont très bien conduits, il y a des Français qui ont fait des enfants, etc. Je pense que là, il faut rectifier. C'est vrai aussi que si je prends la même statistique, le nombre des déportés résistants, c'est le même, 80 000. Et vous avez la preuve de l'extermination par ces statistiques, 80 000, 30 000 sont venus. C'est-à-dire, vous avez la proportion de 2400 sur 80 000 et de 30 000 sur 80 000. 30 000 sur 80 000, c'est la concentration. Quand même, 50 000 Français sont morts. Sur le plan de l'extermination, vous voyez tout de suite, 80 000 ont été enlevés et 2400 sont venus. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, il ne doit pas y avoir sur les 2400, donc ça c'est 2400 sont venus en 45, hein. Nous sommes en l'an 2000, ça fait 55 ans. Il ne doit pas y avoir, indépendamment de l'âge évidemment. Alors l'âge, il est bien évident que nous en sommes ceux que vous pouvez côtoyer, des déportés qui peuvent vous parler, vous savez automatiquement qu'ils avaient à ce moment-là entre 17 ans et 22 ans, 23 ans, à peu près, 22, entre 17 et 24 ans. Mais vous qui avez 15-16 ans, un camarade de mon convoi, Pernod, un ami qui était dans ce convoi, il a été arrêté à 15 ans. 15 ans. La moyenne des rescapés, je suis un des plus vieux, puisqu'en 44, j'avais 25 ans. Je suis un des plus vieux de ce groupe. Ils étaient 15-16 ans. Vous voyez, 15 ans. Votre âge. Votre âge. Ce qui veut dire que même s'il n'avait pas la volonté de survivre au départ, il l'a acquis. Alors je pense qu'il faut que vous ne pouvez pas imaginer, mais vous pouvez savoir. Et en tous les cas, vous pouvez respecter, non pas les personnes qui se sont battues et qui sont mortes et qui sont revenues et qui vous parlent. C'est pas ça le problème. De respecter les valeurs pour lesquelles ces personnes se sont battues ou sont mortes. C'est ça ce qui est important. Dans le témoignage que je peux vous donner, évidemment. Et si un certain nombre d'entre nous passons notre retraite professionnelle à témoigner, et surtout auprès des jeunes, c'est bien parce que, comme je l'ai mis à la fin de mon livre,
quelles peuvent être nos motivations 54 ans, c'était maintenant 55. Après les faits qui sont relatés dans ce livre, probablement un frisson qui nous alerte, car les rescapés peuvent témoigner, pouvant témoigner sont de moins en moins nombreux. C'est ça. Nous qui témoignons aujourd'hui, ce sera le mot de la fin, ne savons pas pourquoi nous avons été épargnés. Si on avait été exterminés, c'est autre chose, on était dans le circuit de concentration. Et pourquoi nous sommes toujours vivants, alors que tout nous destinait à disparaître. Mais c'est pour ça que je vous parle ce soir, mais avec Elie Wiesel, qui est un homme politique, un écrivain juif, je crois autrichien d'origine aussi, mais en tous les cas, qui a dit « Oublier, c'est se choisir complice. Si on ne nous parlait pas, nous serions complices des récits. » Voilà le mot de la fin. Je vous remercie de votre attention, et puis maintenant, toutes les questions sont ouvertes. Alors, je sais bien que la difficulté, c'est toujours pour le conférencier que quelqu'un ait le courage de poser la première question, idiote, évidemment, parce que les autres pensent que s'il parle de premier, il va poser une question idiote. Poser la question idiote, je répondrai d'une façon idiote. Allez-y. Je veux savoir quelle était votre activité au moment où vous êtes fait arrêter. Ah oui, c'est une très bonne question. À l'âge de 19 ans, je suis rentré dans un ordre religieux qui s'appelait les Missionnaires d'Afrique, Père Blanc. J'étais ce qu'on appelle séminariste. Bon, enfin, c'était pas en civil à ce moment-là, bien, mais j'étais séminariste. Bien. Ça m'a aidé, non pas parce que j'étais séminariste, parce que j'étais croyant, c'est pas ce que je veux dire. Ceci vous donne mon état civil. Il est exact. Tous mes camarades et moi, aucun n'était marié. Aucun n'avait de charge de famille. Il y avait une mère, un père, des frères, des sœurs, mais enfin, nous n'avions pas entraîné dans notre cavalcade, si je puis dire, et dans notre histoire, nous n'avions pas entraîné des êtres de qui nous dépendions et qui dépendaient de nous. Oui. Alors, voilà. Ceci étant, comme j'ai été épargné, mais que je n'étais pas certain du tout de vouloir continuer, 6 ans après, quand je suis rentré, j'ai dit, tu dois 1 an au Père Blanc, et je suis allé 1 an en Tibet, en Tunisie, dans un monastère, faire 1 an de théologie. Et c'est après que je suis rentré dans la vie civile. Alors après la vie civile, pour raison du cachet, je suis rentré à L'Oréal, j'ai entendu parler de L'Oréal, 3 ans, puis à L'Oréal on reste 3 ans ou 30 ans, je suis resté 3 ans, et ensuite, avec d'autres, j'ai créé les parfums Christian Dior et j'ai été directeur international des parfums Christian Dior pendant 27 ans. J'ai passé toute ma vie à vendre des parfums. Hommes et femmes, des parfums. Enfin, des parfums pour les femmes et des senteurs pour hommes. Parce que les parfums pour les hommes, ils étaient comme ça. Bon, voilà. Vous savez. Et aucun de mes amis n'était marié. Ni ce qu'on disait à l'époque fiancé. De proches savoir de leur vie personnelle. C'était pas une époque aussi terrible pour s'engager. Quand on avait 15, 17, 18 ans, alors certains n'avaient pas fini leurs études. Moi, j'avais passé mon bac et j'avais fini, si vous voulez, un deuil de philosophie à cette époque-là. Ça s'appelait pas deuil à l'époque. Voilà. Autre question, ça nous a satisfait. Alors, qu'est-ce que faisaient les autres? Dans notre groupe, sur les 25 rescapés, il y a 5 ou 6 qui étaient au pays, qui étaient en usine déjà. Il y avait le frère Leguerre, qui était franciscain, deux séminaristes, enfin ce qu'on appelle séminaristes. Vous comprenez, c'est un langage de ma génération, séminariste. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est quelqu'un de pas aller se préparant pour les ordres. Ça vous dit quelque chose? Oui, quand même. Qu'est-ce que les autres? Ils faisaient leurs études. Ils faisaient des études professionnelles à 17 ans.
pas engagé aucun n'a été engagé dans ce qu'on appelle la vie professionnelle active, évidemment. Vous pouvez de la résistance? Comment? Vous pouvez de la résistance? Oui. C'est- Ah oui, oui, alors, oui, c'est une bonne question, parce que sur les 25, nous faisons, entre camarades qui avons été ensemble, nous ne faisons jamais la distinction entre résistants et déportés ethniques, déportés politiques. Entre les déportés politiques et les déportés raciaux. Alors, nous avons sur les 25, c'est quand même intéressant comme statistique aussi, nous avons 4 camarades qui sont juifs d'origine, français depuis quelques générations, enfin, oui, une ou deux générations, et 2 étaient résistants. D'ailleurs, les Allemands n'ont jamais su qu'ils étaient juifs. Car ils n'auraient probablement pas été à Buchenwald. Vous comprenez, dans un camp de concentration, ils auraient été tout de suite envoyés directement à Auschwitz, enfin, dans un camp d'extermination. Et alors, moi, j'ai été en mission en Allemagne, c'est un truc un peu fou. On a créé à Kassel un réseau de résistance avec des policiers allemands. Ouais, toujours, quand je dis que la police allemande était omniprésente et omniprésente, ça veut dire qu'il y avait toujours des gars qui n'étaient pas d'accord. Mais il y avait quand même, dans notre groupe, il y avait un commissaire de police. Enfin, c'est l'équivalent d'un commissaire de police qui a joué pendant des années le double jeu et qui s'est pas fait prendre. On s'est fait prendre parce qu'un Français nous a dénoncé, mais ça c'est presque tous les gens qui ont été arrêtés sur dénonciation d'un national. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Hein. Ben, ça, c'est pas le beau côté de l'affaire, je suis d'accord. Alors, les amis, il y en a 3 qui étaient en tirant partisans, donc l'organisation, si on peut dire, qui était d'origine communiste, enfin, essentiellement provenant en grande partie, parce que un n'est pas communiste et les 2 autres sont communistes, ils le disent, ça ne se cache pas, et je suis catholique et je ne me cache pas, vous comprenez. Je ne fais pas la comparaison entre catholique et communiste, ce genre d'étiquette que vous puissiez comprendre. Donc, eux ont tous, alors les déportés raciaux, ça c'est tout à fait différent, ils ont été arrêtés tous dans des situations absolument affreuses, de leur âge, avec leur père, leur mère, leur frère et leur sœur, Abitbol ayant venu, son père, sa mère et son frère sont partis aussi, et il est revenu tout seul. Chesnik, c'est la même chose. Nous ne faisons jamais de différence, parce que je dirais même que c'était plus difficile d'assumer à cette époque-là le fait d'être juif que d'être français résistant. D'être français juif, c'était plus difficile à tenir, parce que vous êtes devant une loi unique, et d'ailleurs pas une loi uniquement allemande, mais une loi française. Là, le gouvernement de Vichy en a rajouté par rapport aux Allemands. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. On a rajouté. Les Allemands se sont bien rattrapés après, mais en France, les Juifs français de vieille souche, venant depuis peu, étant depuis peu en France, ont souffert de Français. Il n'y a pas un groupe humain dans lequel il n'y a que des saints et aucun salaud. Ça n'existe pas, ça. Voilà, il faut essayer qu'il y ait le moins de salauds possible et que les gens soient les plus dignes possible, c'est bien évident. Deuxième question. Troisième question. Oui. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'affaire Papon et son jugement? Je considère que M. Papon, je vais vous dire, moi, ce qui m'affole, c'est quand je vois que M. Papon, on le met à l'hôpital, et que M. Pinochet essaie de le rendre chez lui. Ce qui m'affole, c'est que eux, je vais vous prendre un exemple pour répondre à votre question. Merpark et Pistner ont été
les deux que je vous ai signalés qui étaient à Montréal. L'un était le commandant, un des commandants en seconde, et Pister était un grade important. Entre colonel et général de SS, c'était important. Bien. Là aussi, rendez-vous compte, un garde-chou d'un camp de concentration était général des SS. Non, je ne sais pas si vous comprenez un peu, mais enfin, c'est comme si on mettait un directeur l'équivalent du directeur de la santé et général dans l'armée française. C'est à peu près la même chose. Hein. Ce sont deux métiers différents. On peut être gardien, directeur de prison et très honorable, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais eux, on est tellement légaliste, alors je suis d'accord, il faut pas faire aux autres ce qu'on nous a fait. Ils ont été tellement légalistes, les Américains, et qu'ils ont mis 2 ans et demi avant de pendre ces deux gars-là. Et entre le moment où il a été condamné et le moment où ils ont été tous les deux pendus, il y a eu, enfin c'est bien ça, M. Bernard est arrivé avec nous le 28 avril et il n'a été pendu que le 27 juin 1947. Alors la justice était terriblement l'injustice était tellement expéditive de leur fait et que notre justice a été lente, si je puis dire. Je considère que M. Papot aurait dû être jugé et condamné bien avant. Alors le fait qu'il ait été commissaire, il ait été préfet de police à Paris, qu'il ait été ministre secrétaire d'État au budget, ça fait partie des erreurs politiques, mais c'est pas le moment d'en parler, vous comprenez. On va vous poser la question, humainement parlant, cela me choque qu'on renvoie M. Pinochet en Chili. Au Chili, vous comprenez. Ça me choque que parce que M. Papon avait un rue, parce que qu'est-ce qu'on faisait aux déportés qui avaient leur âge, hein? Qu'est-ce qu'on faisait aux déportés qui avaient leur âge? On les tuait. Je ne dis pas qu'il faut les tuer, mais enfin. Et 2 points de la balance, la justice, quand même. Bien. On va avoir répondu à vos questions. Oui. Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Vous pouvez interroger sans déporter, il n'y aura aucune ambiguïté. Je regrette. Touvier, c'est un autre problème. C'est un salaud, bien sûr. Il a été protégé, mais c'est un salaud. Absolument un salaud. Il a été protégé même par l'Église catholique, ce qui n'est pas tout à fait. Bien, enfin, ça c'est un autre problème, mais Barbier, lui c'est différent, mais c'est un Français, monsieur. Il aurait dû être quoi? Il aurait dû être jugé beaucoup plus tôt. Bien, voilà, c'est ça, surtout. Alors, en tant que citoyen français, j'ai une part de responsabilité devant le fait que les hommes politiques et le gouvernement n'aient pas jugé M. Papon plus rapidement. C'est tout. Alors on peut peut-être en déduire que M. Papon avait des relations, que M. Papon était protégé. Eh bien, mais ça, vous me posez un problème d'ordre moral, d'ordre éthique, vous me posez un problème moral. Est-ce que c'est logique que M. Papon, on ait attendu 50 ans pour le juger? Hein, c'est bien ça. Je vous dis, non, c'est pas logique et c'est pas moral. Oui. Ma question vous semble un peu bête. Non, c'est la première qui est faite. Non, c'est parce Allez-y. que j'ai lu dans un récit d'ancien déporté. Oui. Il écrivait en fait, en sortant, il était au camp de Buchenwald. Oui. Et en sortant en 1945, il avait la sensation d'être immortel. C'est-à-dire qu'il disait qu'il est pratiquement passé par la mort et qu'à partir de ce moment-là, il faudrait... Ah non, c'est pas tout à fait ça. Non, c'est pas tout à fait ça. Non, mais c'est pas... Non, c'est pas moi. Non, mais enfin, c'est pas le fait. C'est Jorge Samprin qui a dit. Jorge Samprin a dit que quittant pour être là, Jorge Samprin est un Espagnol dont le père avait été ministre du gouvernement en exil après gouvernement républicain en exil, communiste, son père. Il a vécu ici, il est tout à fait bilingue évidemment. Il a été résistant. Avant d'être résistant, il a été dans le communautaire.
l'Organisation internationale communiste, mais enfin, il a fait de la résistance en France, il a été arrêté en France, etc. Bien. Il disait que pour lui, il considérait qu'il n'était pas mort, il était né une deuxième fois le jour où, le 12 avril 1945, quand il a été libéré à Buchenwald. C'est ça ce qu'il voulait dire. Immortel. Non, enfin, c'est-à-dire qu'il avait l'impression d'avoir traversé la mort. Oui, oui. Donc, c'est-à-dire que... Il avait oui, c'est ça. Vous avez employé exactement le mot parfait. Nous avons traversé la mort. Je disais à notre professeur, dans le wagon, à côté de moi, il y avait deux gars qui avaient été arrêtés en même temps que moi, deux amis, deux frères. On avait suivi les mêmes choses. On n'avait pas pu se manger les uns que les autres, on avait reçu à peu près les mêmes coups, etc. Bien. Un soir, dans le train, ils me disent on n'en peut plus lutter. D'ailleurs, c'est un convoi d'extermination. Eux-mêmes ont employé le mot extermination. C'est un convoi d'extermination. Je lui ai dit mais s'il faut tenir. Ils ont mis leur couverture sur la tête, le lendemain matin, ils étaient morts. Ils étaient morts par volonté. Alors, je veux dire que nous sommes vivants par volonté. Je ne veux pas dire qu'on est des types formidables parce qu'on a eu la volonté de tenir jusqu'à la dernière seconde. Mais c'est ça le problème, c'est vrai. On a traversé la mort. Moi, je peux vous dire que j'ai un trou. C'est ça ce qui a été très difficile pour moi, un modeste historien amateur, c'est que moi-même, demandant aux autres d'être précis, entre le moment où on est arrivé dans le camp de Dachau et qu'on s'est retrouvé dans une baraque, il y a eu quelque chose comme 30 heures, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne me vois pas. Dans le train, je me vois assez bien. Descendre du train, je me vois. Je me vois ensuite, avec le typhus, rentrer à l'hôpital américain. Là aussi, à l'hôpital américain, pendant plusieurs jours, j'ai déliré, je me baladais dans les infirmiers américains me ramenaient dans mon lit, je me baladais, je voyais tout en couleur, enfin, une espèce d'hallucination, etc. C'est vrai, ça peut paraître prétentieux qu'on vous dise qu'on n'a pas vu la mort, on a traversé la mort. Bien. Et d'ailleurs, le lieutenant médecin Vargas en parle très bien dans le témoignage qu'elle a donné. Elle a soigné les typhiques français après au bord du lac de Constance. Elle en parle très bien de ces choses-là. Oui, c'est une nouvelle naissance, si vous voulez. Nous sommes nés à nouveau. En fait, ce que je voulais savoir, c'est justement après cette traversée, à la fin en 1945, quand vous avez été libéré, Oui. Comment vous envisagez l'avenir? Est-ce que vous voyez encore le futur? Ah bah oui. Dites-vous quand même que pour quelqu'un qui entre 40 et 45, 39 et 45 s'était battu pour qu'on ne soit pas allemand, enfin c'était notre position. Hein. On n'a jamais eu une position de vouloir occuper l'Allemagne. Hein. C'est un autre problème. On s'est battu. Le problème historique de savoir qui a déclaré la guerre, bon, ça si vous le permettez, on a dans la déclaration de guerre des Anglais, des Polonais, des Américains et des Français à l'Allemagne, c'est un problème historique qui est lié tout simplement à la réoccupation de la Rhénanie, on n'a rien fait, qui est lié également à l'occupation des Sudètes, qui est lié à l'occupation de la Tchécoslovaquie, de l'Autriche, de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, etc. De lâcheté en lâcheté, les puissances occidentales ont accepté le régime nazi. Je dirais même que certaines couches des milieux religieux, protestants et catholiques, ont accepté le fait nazi. Bien. Une partie de l'Église catholique et une partie de l'Église protestante, et en particulier une partie de l'Église protestante en Allemagne, a accepté le régime et a loué, a été très satisfaite de voir l'arrivée d'Hitler
russes, etc. Mais ça n'a rien à voir. Où on se place sur le plan de la politique, où on se place sur le plan de la morale. Sur le plan de la morale, on a une grande part de responsabilité dans le fait qu'il y a eu une deuxième guerre mondiale. Alors que nos pères, mon père, avait 3 ans de service militaire, 5 ans de guerre, il était à Verdun, il était à la Marne, et ils ont juré, plus jamais ça. Et c'est les mêmes qui ont voté ensuite, dans une démocratie, la France, jusqu'en 1939, qui ont voté de telle façon qu'il y a eu ça, à nouveau. Et tout ce qu'on essaye de vous dire à l'heure actuelle, c'est plus jamais ça. Mais ça, c'est une vigilance de tous les instants. Il faut bien se le dire. Traversée de la mort. J'aime bien votre expression. Alors, il y en a qui s'en sont parmi, si c'est ça ce qu'on veut savoir. D'abord, sur les 25, on a un camarade qui n'a jamais pu travailler. Mais où est-ce que vous estimez que vous en êtes revenu, par exemple? Est-ce qu'on peut s'en remettre? Et s'en remettre. Oui, quand vous me dites ça, je pense immédiatement à tout. Je ne pense pas aux millions qui sont morts. Je pense à des êtres chers qui étaient autour de moi, avec moi, etc. Ils ont disparu. Je ne peux pas. Ma renaissance est liée à leur mort, c'est sûr. Si c'est ça ce que vous voulez savoir. C'est vrai. Et c'est vrai aussi que notre retour et notre infusion dans la vie sociale, la vie politique, la vie professionnelle, nous avons eu du mal. Nous avons eu du mal parce que les Français ne tenaient pas tellement à savoir. En fait, ils n'est pas tellement à savoir. Et qu'on n'a pas fait beaucoup d'efforts, nous non plus, pour dire. Vous comprenez, c'est très difficile de dire je ne suis pas